Ça, c'est moi, en plein milieu de la forêt au sud de la France, en train de chercher un seul homme, ou ce qu'il en reste. Cette découverte macabre à Nantes. C'est l'information qui terrifie autant qu'elle intrigue. Un couple et ses 4 enfants ont donc disparu à Nantes depuis le début du mois et l'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès, du nom de cet homme soupçonné d'avoir tué toute sa famille en 2011 à Nantes. Et devient l'homme le plus recherché de France. Yo, bienvenue sur votre chaîne The King TV. Les gars, on se retrouve aujourd'hui à Nantes, devant l'ancienne maison de Xavier Dupont de Ligonnès. Les gars, cette maison d'apparence banale cache l'une des affaires criminelles les plus mystérieuses de France. On va aller voir ça de plus près. Viens avec moi, viens. Hey, je pense à une dinguerie là, j'ai envie de sonner à la porte. Voilà. Je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. C'est parti. Mais qui est Xavier Dupont de Ligonnès? Xavier Dupont de Ligonnès est né en 1961. Il vivait à Nantes avec sa femme Agnès et leurs 4 enfants. Arthur, 20 ans. Thomas, 18 ans. Anne, 16 ans. Benoît, 13 ans. La famille semble mener une vie normale sans inquiétude. Mais en réalité, Xavier Dupont de Ligonnès avait des gros problèmes financiers depuis plusieurs années et des grosses dettes. En avril 2011, il décide de passer à l'acte. Il appelle l'école des enfants et le travail de sa femme et justifie leur absence. En même temps, les proches de la famille reçoivent un message étrange disant que la famille Ligonnès devait aller vivre aux États-Unis sans retour possible. Quelques jours plus tard, les voisins remarquent que la maison est toujours fermée. Personne ne sort. Ils décident d'alerter la police. Le 21 avril 2011, la police fait une découverte terrible sous la terrasse du jardin de la maison. Les corps de la mère et des 4 enfants ont été retrouvés. Ils ont tous été tués par balle. Les enquêteurs découvrent aussi que Xavier avait acheté une pelle, du ciment et avait une carabine qu'il a récupérée après la mort de son père, ce qui a renforcé les soupçons contre lui. Dans cette vidéo, je vais retracer son parcours jusqu'au sud de la France, à l'hôtel et même dans la chambre où il a dormi. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, c'est pourquoi, monsieur? On est en train de faire un petit reportage. Ouais. Alors, ça m'intéresse pas, vous me demandez ça tout de suite, s'il vous plaît. Super, pas de soucis. On respecte bien votre intimité. Ouais. Il a dû avoir tellement d'interviews, c'est normal qu'il refuse. Bonjour. Vous vivez ici? Oui. Est-ce que vous connaissez madame Estelle Chapon? C'était l'ancienne couturière qui avait le magasin Rapide Couture avant ici. Juste à côté, c'est ça? C'est ça, c'est difficile. Et vous avez toujours été là, vous? Est-ce que vous avez produit ce que vous avez été connaître ou pas? Non. Non, du tout. Non. Mais ce que je connaissais, oui, on se croisait. Et par rapport à l'affaire qui s'est passée, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je l'ai toujours en vie, il n'y a pas de fait tout ça. Ouais. Après, c'est Ouais. Et de se cacher, c'est sûr. Tu penses que c'est lui qui l'a fait ou pas? Ouais, si, c'est lui. Personnellement, je suis assez convaincu que ce soit lui. Vous pensez qu'il est toujours en vie ou pas? Je sais pas. C'est difficile à dire. Si c'est le cas, il est très fort. T'es sa complice un petit peu ou pas? Bien sûr. Renseigne-nous. Non, je sais pas du tout. Moi, je pense que malheureusement, il est passé à l'acte et que lui-même s'est ôté la vie suite à ça. Après, nous nous sommes rendus directement au centre de tir où Xavier Dupont de Ligonnès ramenait ses enfants pour apprendre à tirer. C'est ici, dans ce centre, qu'il aurait demandé sans succès d'avoir un silencieux pour lui permettre d'éliminer toute sa famille en silence. S'il vous plaît. Oui, bonjour. C'est pour une séance de tir, s'il vous plaît. Il n'y a pas de séance de tir, vous avez une licence? Il faut une licence? Ah bah oui, pour venir tirer, il faut une licence. Bonjour. Bonjour. Du coup, une licence, on fait comment pour l'avoir? Parce que moi, je ne connais pas, c'est juste qu'on s'est dit, vu qu'on était dans le coin, on s'est dit qu'on pouvait passer. Ah oui, mais on n'a pas une licence comme ça. En fait, pour avoir une licence, il faut faire un stage de 5 séances sur 5 mois. J'avais vu sur le site, c'était 60 €. Ça, c'est un baptême. Un baptême, ok. Et ça c'est quoi le baptême? Alors, le baptême, c'est une séance de tir qui dure 1h30. Oui. Et c'est juste une séance de tir. Oui, c'est ce qu'on veut. Si vous voulez de base. Ah bon? Le baptême de tir donc, se déroule la semaine, du mardi au vendredi. Est-ce qu'il y a moyen de visiter ou pas? Non. Non. Pas de visite. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici, vous? Pourquoi cette question? Juste par curiosité. J'ai pas besoin de savoir combien de temps je travaille ici. C'est personnel. Je comprends bien, vous avez tout à fait le droit.
C'est juste parce que j'avais une autre question. Oui, allez-y. C'est par rapport à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Vous savez un peu? Oui. C'est juste, je sais pas, vous l'avez vu, vous l'avez croisé, un truc comme ça ou pas? Là aussi, ça vous regarde pas, c'est personne. Non, c'est juste parce qu'on s'intéresse. Il faut lire les livres et les articles. C'est bien de lire, mais croiser des gens comme ça, c'est encore mieux. Oui, mais j'ai rien à dire sur le sujet. Je comprends. On repassera dans la semaine pour l'inscription et tout. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci bien, bonne journée, au revoir. Les gars, là, on était au stand de tir de Xavier Dupont de Ligonnès. On n'a pas pu rentrer parce qu'on n'a pas les autorisations, blablabla, il y a plein de trucs. Faut avoir des licences, je sais pas quoi. Donc voilà, on n'a pas pu rentrer, mais au moins on a vu là où il venait avec ses enfants pour s'entraîner à tirer. Vous entendez? Alors là, c'est un truc de ouf. Bon, on va aller chercher ailleurs. De toute façon, on n'a pas eu d'informations nécessaires. Allez. Après, j'ai pris mon train, direction le sud de la France. Pour sa cavale, Xavier a pris sa voiture, une C5, et s'est mis en route le 10 avril 2011, direction La Rochelle, où il prend une chambre pour la nuit, paie en liquide, et le lendemain, il repart à 9h. Il continue sa route jusqu'à Toulouse, où il prend une chambre, traîne en ville, comme si de rien n'était pour la nuit du 11 au 12 avril. Là encore, il paie en liquide, mais sous le nom de Xavier Ligon. Le 12 avril, son téléphone borne à 18h dans une auberge 5 étoiles dans la ville de Pontet, où il va passer la nuit. Les enquêteurs perdent sa trace du 13 au 14, car il a éteint son ordi et ne se connecte plus à sa clé 3G. Sa trace a été retrouvée à Roquebrune-sur-Argent, où il a passé la nuit du 14 au 15 à l'hôtel Formule 1. Les gars, c'est exactement ici qu'il a récupéré 30 € pour aller payer son hôtel avec. Donc je vais refaire son parcours et je vais réfléchir comme lui. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Vous l'aurez déjà vu? Oui, c'est le tueur là, non? Mais oui, bien sûr, c'est le malaise. Vous l'aurez pas vu? Ah bah tous les Parce jours, que il vient chercher son pain tous les matins. Bien sûr que non. C'est bien lui. C'est à ça qu'il ressemble maintenant. On a vieilli son visage de 15 ans. Il y en a beaucoup qui cherchent depuis 2011. Ouais. À un moment donné, ils disaient qu'il s'est caché chez dans une abbaye de religieuse vers le nord. Vous connaissez ce monsieur? Vous l'aurez déjà vu quelque part ou pas? Non. Non? C'est Xavier Dupont de Ligonnès. De Ligonnès, ouais. Ouais. Au crédit, enfin au Formule 1 là. C'est ça. Il est soi-disant peut-être caché au monastère ou le monastère, c'est la petite bâtisse. Bah là, il y a l'arbre devant. Ouais. C'est la petite bâtisse qu'on voit là. Là, le tout petit truc qu'on voit là légèrement. Voilà, ça c'est le monastère. Les gars, on est arrivé au monastère. Je vais essayer de voir s'ils vont me recevoir. Arrivé au monastère, j'ai fait le tour un peu partout. J'ai vu un moine qui m'a expliqué que Xavier Dupont de Ligonnès n'a jamais été là. Les fidèles ont donc appelé la police tout simplement parce que ce moine lui ressemblait. Vous n'auriez pas vu monsieur Xavier Dupont de Ligonnès? Non. Non. Non, et puis je pense qu'il est du côté, je vais vous dire sincèrement, hein, ouais. Parce que je viens de Nantes aussi. On sait qu'il a été au village, d'accord, au crédit municipal, il a fait un retrait. Ouais. Il a même été jusqu'à la Vieille Fontaine, d'accord. Pour moi, ouais. Il est dans le... quelque part du côté de Cangever, dans le Verdon, là. Ce qu'on appelle ici le Haut-Var. Son pote, il a... Ouais. Parce qu'en fait, ils se sont vus. Hein. Il a borné à Draguignan, alors que Xavier, il a borné ici au F1. Exactement. C'est pas possible, des amis de toujours. Ils vont borner à quoi? À 10 km l'un de l'autre. C'est pas possible. Le pote, il a terminé le travail. Je pense qu'il s'est suicidé dans un trou. Le copain, il est venu, à coup de chaud, comme il sait faire. Hein. Terminé, l'histoire est finie. Le 6 avril, après que les crimes ont été commis, Xavier reste injoignable toute la journée. Emmanuel tente à plusieurs reprises de le contacter sans succès. Son téléphone était éteint. Pourtant, à 21h45, Michel Rétif parvient le joindre. Ce point soulève une question. Comment il a réussi à joindre Xavier sur le seul créneau où il était disponible? En plus de ça, il a jamais évoqué cet appel aux enquêteurs. Alors, grâce aux données de bornage téléphonique permettant de retracer les déplacements, les enquêteurs ont découvert un élément très troublant. Au moment où Xavier commence sa cavale, Michel entreprend lui aussi un trajectoire similaire. Le 13 avril, alors que Xavier est localisé au sud d'Avignon, Michel Rétif était chez lui à Lunel et prend la route jusqu'à Fréjus. Et il y passera la nuit. Le lendemain matin, il se dirige vers Roquebrune-sur-Argent, puis il revient à son hôtel après un passage dans un village voisin 3 heures plus tard. Dans la soirée, Xavier arrive à son tour à Roquebrune-sur-Argent et passe la nuit à l'hôtel Formule 1. Le lendemain, Michel se rend à Draguignan, qui est à 20 minutes de Xavier. De son côté, Xavier quitte son hôtel entre 10h et 14h, sans que l'on sache où il était passé. Il revient ensuite récupérer ses affaires à l'hôtel avant de disparaître des caméras à 16h. On va peut-être pas le retrouver tout de suite.
Est-il parti avec ce grand secret? Le soir, je me suis rendu à l'hôtel. Ici, l'objectif, c'est de réussir à avoir la chambre 202. À quel nom, s'il vous plaît? Christian. Je vous remercie. Est-il possible d'avoir la chambre 200, 201, tout comme ça? Alors, la 201, non, mais je La vais, 202. je vais vous mettre dans les 200, c'est pas un problème. 202, c'est mieux. Et voici, monsieur. Donc, vous êtes au premier étage, dans le petit couloir. Mission réussie, c'était simple comme bonjour. Direction la chambre de Xavier. Yo les gars, là je suis littéralement dans la chambre où Xavier Dupont de Ligonnès a passé sa dernière nuit avant de disparaître. Attendez, je vais vous la montrer. Elle est pas si grande que ça. Ici, nous avons un petit lit tout en haut, puis un grand lit tout en bas. Je me demande bien à quoi ce présumé criminel pensait sur ce lit dans cette pièce. Dans cette pièce où il y a seulement une chaise, une petite table et la télé. Alors je me suis mis à chercher les indices qu'il aurait pu laisser, même si ça fait des milliers de fois que ça a été fait. Puis c'était l'heure de dormir. J'ai pas très bien dormi les gars. Je vous avoue que c'est un peu bizarre de dormir dans le même lit où Xavier Dupont de Ligonnès a passé sa dernière nuit. Par sa fenêtre, il avait la vue sur le parking et la route, donc il pouvait bien voir l'arrivée de la police et s'échapper. Je me suis préparé, j'ai pris mon petit déj tout comme lui, et j'ai décidé de parler à l'agent d'accueil. Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès? C'est moi qui l'ai servi, je ne m'en parlais pas, j'étais ici de 2002 à 2012. Non. Quand il arrivait à 22h, et je l'ai mis à la chambre 202. Et du coup, comment vous le décrivez un peu? Ben, comme un client comme ordinaire, avec un cargo. Tranquille, chill, comme s'il n'avait rien fait. Et il a passé 2 nuits ici ou? Une nuit. En laissant toutes les affaires, la voiture, les clés de la voiture. Enfin, moi j'étais dans la merde, pas possible. Imagine. J'imagine que vous avez été questionné par des policiers et tout. On va de tout. Et encore maintenant, les journalistes, les flics qui sont en retraite. Ouais. Il a pris sa chambre, il est dans sa chambre. À 6h du matin, il s'est levé, il a pris son petit café, son petit déj, et est parti. Ça m'a pas choqué parce que moi c'était un client comme un autre, comme on va dire. Moi franchement, pas agressif, je voyais qu'il n'avait pas peur, rien du tout. Donc là, il était sorti la dernière fois avec sa carabine, en gros, un sac dans le dos, un truc comme ça. Il dit ça, mais j'ai pas vu la carabine. Moi. Ah ouais? Vu le sac qu'il avait, moi, c'est un sac avec quoi, 2 francs à pied, c'est tout. Ça se trouve, il l'avait dans son coffre, dans le coffre de sa voiture. Non, la voiture, il l'a laissé. Bah parce que la voiture était dans le parking. Oui, juste ici en face. En gros, il a fini de se servir dans la chambre, il est sorti directement, il a pris sa carabine, probablement, et il est parti avec. Je sais pas. Franchement, c'est pas. Il y a des animaux dangereux dans cette forêt ou pas? Non, à part les sangliers, c'est tout. Je pensais qu'il y avait des ours, des trucs comme ça. Non? Non. Des loups et des renards. Des loups? Oui. Apparemment, il y a des loups et des renards. Il y en a un en ce moment qu'on voit le soir qui est ici. Des loups? Oui. Apparemment, il y a des loups. Des taraguignans et tout ce qui s'ensuit. Les gars, c'est ici exactement que Xavier Dupont de Ligonnès a laissé sa voiture. Et il est sorti par là. Attendez, je vais vous montrer. Il a pris la direction du rond-point, 4 chemins. Les gars, l'hôtel Formule 1, c'est juste là, c'est là où j'étais. Et Xavier Dupont de Ligonnès, il est passé juste par là. Et il est passé sous le pont. Je vais vous montrer où il est passé. Voilà, ça c'est le rond-point. En sortant de son hôtel, il avait 8 directions à sa disposition. Mais il choisit de prendre le chemin des Châtaigniers. C'est ce chemin qui longe l'autoroute et qui ramène vers le Grand Valais, direction la forêt. Donc j'ai pris le même chemin que lui en passant sous l'autoroute. Et en avançant, j'ai remarqué quelque chose. En dehors de voitures qui passent, je vois personne passer par là. Donc si tu croises quelqu'un, tu risques pas de l'oublier. Les gars, c'est exactement ici que le fameux témoin a dit l'avoir vu. Passer par là, avec un sac. Comme quoi il y avait sa carabine dedans. Ce témoignage a été pris très au sérieux. Il y a eu un déploiement de plus de 130 CRS qui ont quadrillé une zone de 25 km² avec un hélicoptère équipé d'une caméra thermique, mais sans succès. Les gars, j'ai décidé d'aller chercher vers le nord-ouest parce que c'est une partie qui n'a pas été touchée par les recherches policières. On va essayer de voir si on a un peu de chance de le retrouver. Il faut savoir que la police a cherché sur une zone de 25 km en se dirigeant vers le secteur ouest, donc vers l'Orgue. Du coup, moi, je vais me diriger vers nord-ouest.
en traversant la forêt vers la région de Féganière. En avançant, avant de foncer dans la forêt, je suis tombé sur les dernières habitations. Donc j'ai continué mon enquête. Cette tête, ça vous dit quelque chose? On le connaît. Oui, c'est bien lui. Et là, je suis à sa recherche. Le dernier endroit où il a été vu, c'est Roquebrune. Ouais. Mais bon, on ne sait pas plus. Il y a un passage par là? Et après, c'est la forêt, quoi. D'accord, je vais essayer de m'avancer un peu pour voir s'il y a des accès. Après, forcément, je vais revenir. Bon bah, merci bien, bonne journée. Et là, c'était probablement le chemin sans retour de Xavier. Comme je sais qu'il y a des animaux dangereux dans cette forêt, j'ai sorti mon couteau de chasse. Des loups, oui, et des renards. Les gars, là on commence à être un peu loin de la civilisation là. Et là, j'ai envoyé mon drone ratisser tous les endroits difficiles d'accès. Alors là, j'étais bluffé de voir comment elle était grande cette forêt. J'ai cherché, continué à chercher, sans résultat pour l'instant. Alors sans faire de marche arrière, j'ai continué de m'avancer dans la forêt. Là, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui se demandent pourquoi il fait ça sert à rien. Bah écoutez, je vais vous raconter une histoire vraie qui ressemble étrangement à celle de Xavier Dupont de Ligonnès. On est en 1971. Aux États-Unis, il y a un homme qui s'appelle John List. De l'extérieur, il a l'air d'avoir une vie normale. Une grande maison de 18 pièces, une femme, Hélène, et leurs 3 enfants. Patricia, 16 ans, John, 15 ans, et Frédéric, 13 ans. Il vivait aussi avec sa mère Alma. Bref, la famille parfaite. Mais en réalité, sa vie est en train de s'écrouler. L'homme de 46 ans perd son emploi à la banque, mais décide de tout cacher à sa famille. Chaque matin, il partait de chez lui en faisant croire qu'il partait au travail, alors qu'il errait dans les rues. Par conséquent, les dettes et les factures s'accumulent. Il vide les comptes de sa mère Alma pour tenir, mais ça ne marche pas. Il devient obsédé à l'idée que sa famille était condamnée. Il décide donc de passer à l'acte. Tout comme Xavier, il abat sa femme d'une balle dans la tête. Il monte au 3e étage où vivait sa mère, il la termine également d'une balle dans la tête. Et quand les enfants rentrent de l'école, il les abat un par un. Après, il aligne les corps dans la salle de bal comme s'ils dormaient. Il envoie des lettres à l'école des enfants, comme quoi il partait en voyage, tout comme Xavier. Après quoi, il laisse une lettre sur la table expliquant tout ce qu'il avait fait. Avant de partir, il laisse certaines lumières de la maison allumées, il met la radio en continu et part garer sa voiture à l'aéroport pour faire croire qu'il a voyagé et par la suite, il disparaît. Et le plus fou dans cette histoire, personne ne le retrouve pendant 18 ans. Les corps ont été retrouvés seulement 1 mois après. John List a refait sa vie avec une fausse identité. Mais finalement, en 1989, l'émission télé America's Most Wanted diffuse son histoire et un sculpteur réalise un buste pour imaginer à quoi il pourrait ressembler en vieillissant. Et là, coup de chance, quelqu'un reconnaît le visage et signale à la police. Et c'est l'agent du FBI, Kevin Auguste, qui se charge de l'affaire. John List est arrêté. Il vivait sa meilleure vie avec une autre femme, avec une nouvelle identité. Lors de son procès, il dit qu'il pensait sauver l'âme de sa famille. Il a été condamné à la prison à vie. Moi de mon côté, c'est justement à cause de cette histoire que je continue de chercher. Et les gars, là il commence à faire complètement noir. Il faut que je trouve un endroit où me mettre à l'abri. Parce que là, en plus il caille. C'est un truc de ouf. Je suis au milieu de nulle part, je sais même pas où je suis là. Faut que je trouve un endroit où me poser parce que là, c'est pas possible. Les gars, là j'ai ramené ma petite caméra vision nocturne, ça me permettra de voir dans le noir. Je sais pas si vous voyez un peu ce que ça donne là. Alors fatigué, j'ai trouvé un endroit où me poser. Et comme j'avais faim, j'ai mangé un petit sandwich histoire de me remettre en forme. Et après, c'était l'heure de dormir. À 2h du mat, je me suis fait réveiller par un bruit étrange. Qui est là? Et quand je me suis rappelé que dans les films d'horreur, c'est toujours les noirs qui meurent en premier, je me suis cassé de cet endroit direct. Un appel à témoins a été lancé au Texas par un shérif 15 ans après le meurtre de son épouse et ses 4 enfants. Il aurait été vu outre-Atlantique en 2020 avec un labrador noir. Allez, c'est l'heure de rentrer. Hey Xavier, si t'es toujours en vie quelque part et que tu regardes cette vidéo, va te faire en